Le baron de la drogue le plus recherché au monde a été arrêté. Joaquín El Chapo Guzmán a été capturé au Mexique. 2 juillet 2008. Au cœur de la jungle colombienne, 2 hélicoptères ont atterri dans une zone reculée de la jungle. Les rebelles des FARC ont accueilli des hommes vêtus de tenues révolutionnaires, inconscients qu'ils étaient trompés. En quelques minutes, leurs otages de grande valeur ont disparu. Ce qui a suivi est devenu connu comme l'une des missions de sauvetage les plus audacieuses jamais tentées. Voici les 6 fois où les cartels se sont attaqués aux mauvaises forces spéciales. Opération Leyenda, 7 février 1985. À Guadalajara, au Mexique, ce qui avait commencé comme une journée ordinaire s'est soudain transformé en un événement qui allait changer le cours de l'histoire à jamais. La police mexicaine a laissé s'échapper un trafiquant de drogue connu qui était également sous inculpation fédérale pour l'enlèvement d'un agent de la DEA américain au Mexique. L'agent de la DEA, Enrique Kiki Camarena, se rendait à un rendez-vous déjeuner avec sa femme, mais il n'est jamais arrivé. Juste à l'extérieur du consulat des États-Unis, des hommes armés ont bloqué son chemin, l'ont jeté dans une voiture et ont disparu dans les rues de la ville en plein jour. C'est l'accusation faite maintenant par le chef de la lutte contre la drogue aux États-Unis. À ce moment-là, le cartel de Guadalajara a franchi une limite. Ils ont kidnappé un agent fédéral et déclaré la guerre aux États-Unis. Cet acte unique déclencha l'opération Leyenda, l'une des plus grandes chasses à l'homme de l'histoire de la DEA. Ce qui commença comme la recherche d'un agent disparu dévoila rapidement un réseau de corruption, de violence et de pouvoir s'étendant bien au-delà des frontières du Mexique. Et cela montra jusqu'où le gouvernement des États-Unis était prêt à aller lorsqu'un des leurs était enlevé. Pour comprendre comment cela en est arrivé là, il faut remonter au début des années 1980. Aujourd'hui, le Mexique est une destination mondiale. Soleil, plage, culture. Mais à l'époque, c'était le cœur du trafic de drogue, et en son centre se trouvait le cartel de Guadalajara, dirigé par un homme connu simplement sous le nom d'El Padrino, le parrain, Miguel Ángel Félix Gallardo. Le célèbre baron de la drogue mexicain Rafael Caro Quintero est accusé d'avoir orchestré le meurtre d'un agent de la DEA en 1985 au Mexique. Sous sa direction, le cartel ne faisait pas de la contrebande de drogue par kilo. Il déplaçait des tonnes. C'était un empire d'1 milliard de dollars. Impitoyable, efficace et intouchable. Jusqu'à ce que Kiki intervienne, il n'était pas juste un autre agent de la DEA. Il avait du cœur, du courage, un sens profond de la justice. Fâché parce qu'il devait faire son putain de travail. Cet endroit est sale comme pas possible. Sa mission n'était pas dictée par le protocole. Elle était personnelle. Même enfant, sa mère disait qu'il avait une flamme en lui, du genre qui brûle contre l'injustice. Et cette flamme l'a conduit directement à Rancho Buffalo, une plantation de marijuana si vaste qu'elle s'étendait sur des kilomètres, cachée à la vue de tous, gardée comme une forteresse. L'enquête de Kiki a aidé à l'exposer et à le démanteler. Le raid a coûté des milliards au cartel et a fait de lui leur cible numéro 1. Puis, ils ont agi. L'enlèvement n'était pas discret. Ce n'était pas dans l'ombre. Cela s'est passé au grand jour devant des témoins. Le message était fort et clair. Personne n'est intouchable, pas même un agent américain. Washington a réagi immédiatement. L'opération Leyenda a été lancée, mais ce n'était pas seulement une mission de récupération, c'était une déclaration. Blessez l'un des nôtres, et il y aura des conséquences. À mesure que l'enquête s'approfondissait, ce qu'ils ont découvert était horrifiant. Kiki avait été torturé, battu, retenu pendant des jours, interrogé sans pitié. Le cartel ne voulait pas seulement le tuer, il voulait le faire souffrir. Lorsque son corps a été retrouvé, jeté et enveloppé dans du plastique, la brutalité a confirmé les pires craintes de tout le monde. Sa mort odieuse a fait la une des journaux à travers le pays il y a des décennies. La DEA n'a pas reculé. Au contraire, ils ont frappé plus fort. Ils se sont associés au FBI, à la CIA et, fait rare, aux autorités mexicaines. Il ne s'agissait pas seulement de justice, mais de démanteler toute l'opération, morceau par morceau.
et un nom revenait sans cesse, Rafael Caro Quintero, un personnage clé du cartel et l'un des cerveaux derrière la capture de Kiki. Le célèbre trafiquant de drogue mexicain et l'un des criminels les plus recherchés par le FBI, Rafael Caro Quintero, est en détention ce soir. Il pensait pouvoir se cacher dans le luxe, s'échapper au Costa Rica. Mais plus tard cette année-là, les agents l'ont retrouvé. Il a été extradé et condamné à 40 ans derrière les barreaux. L'opération Leyenda est devenue un tournant, non seulement pour la DEA, mais pour toute la lutte contre le crime organisé. L'agence a obtenu plus de pouvoir, plus de financement, plus de portée. Les règles avaient changé. Ce qui était censé effrayer les agents américains ne les a rendus que plus implacables. Mais l'affaire a révélé quelque chose de plus profond et de bien plus troublant. Ce n'étaient pas seulement les soldats du cartel impliqués. La corruption traversait les institutions même censées la combattre. Des hauts fonctionnaires des forces de l'ordre, de l'armée, même des bureaux gouvernementaux. Certains n'étaient pas seulement complices, ils étaient présents lors de la torture de Kiki. Cette découverte a tout changé. Ce n'était plus seulement une bataille contre les trafiquants, c'était une guerre contre un système qui les protégeait. Au fur et à mesure que Leyenda se déroulait, cela a transformé la manière dont la lutte contre la drogue fonctionnait au-delà des frontières. Les réseaux de renseignement se sont étendus, les stratégies ont évolué. Les futures chasses à l'homme ont été modelées d'après ce qui a commencé avec Kiki. Le cartel pensait pouvoir tuer un agent américain et s'en sortir. Ils avaient tort. Ils ont allumé un feu qui n'a pas cessé de brûler depuis. Et alors que la poussière retombait, une nouvelle menace était déjà en train de monter. Un baron de la drogue qui creuserait un tunnel pour s'évader de prison, bâtirait son propre empire et réécrirait les règles une fois de plus. Mais ça, c'est une autre histoire. Opération Cygne Noir. Il était le fantôme de Sinaloa, toujours hors de portée. Mais ce jour-là, ce fantôme allait être traîné sous les projecteurs. Le baron de la drogue le plus recherché au monde a été arrêté après des années de cavale. C'était le 22 février 2014 et les rues calmes de Mazatlan allaient bientôt exploser. Aux premières heures du matin, alors que la ville s'éveillait à peine, une équipe de marines mexicains d'élite s'est positionnée près des condominiums Miramar. Leur mission ? Capturer l'homme le plus recherché de l'hémisphère occidental, Joaquín El Chapo Guzmán. Regardez le raid mortel qui a capturé le baron de la drogue mexicain El Chapo. Voici une vidéo que vous allez voir provenant de la caméra corporelle d'un marine mexicain. El Chapo avait échappé à la capture pendant des années, glissant à travers les doigts des autorités à maintes reprises. En tant qu'un des architectes du cartel de Sinaloa, il supervisait un empire qui ne se contentait pas de déplacer des drogues, il les déplaçait par tonnes. Son influence s'étendait sur de vastes régions du Mexique et atteignait plus de 50 pays à travers le monde. Mais sa compétence la plus infâme n'était pas son leadership, c'était sa capacité à disparaître quand les choses devenaient trop chaudes. Retour au 9 juin 1993. Au Guatemala, El Chapo a finalement été capturé pour la première fois. Il a été extradé vers le Mexique et condamné à 20 ans derrière les barreaux. Mais cette prison aurait tout aussi bien pu être faite de papier. Après seulement 8 ans, il s'est échappé. Certains disent qu'il a été sorti en contrebande dans un chariot à linge. D'autres croient qu'il est simplement sorti par les portes principales de la prison de Puente Grande le 19 janvier 2001. Et tout d'un coup, il est devenu un fantôme. Pendant les 13 années suivantes, aucune cellule ne pouvait le retenir. Aucune agence de maintien de l'ordre ne pouvait le trouver. Et pendant qu'il disparaissait, le cartel de Sinaloa ne faisait que se renforcer. Les agents de la patrouille frontalière ont découvert plus de 230 tunnels traversant du Mexique vers la Californie et l'Arizona, beaucoup remplis de fentanyl et de marijuana, un réseau de pipelines souterrains pointant tous vers le réseau d'El Chapo. De là, ça s'étend sur environ 600 yards. De l'autre côté de la rue. Il gardait une longueur d'avance avec précision, caché dans les montagnes escarpées de Sinaloa, entouré d'une armée de guetteurs, protégé par des couches de planques. Il a construit une forteresse invisible. Chaque fois que quelqu'un s'approchait, il s'échappait. Sa légende grandissait, tout comme son emprise criminelle. Mais en 2014, la stratégie pour l'attraper a changé.
Plutôt que d'essayer de démanteler tout son cartel, les forces des États-Unis et du Mexique se sont concentrées sur un seul homme, El Chapo lui-même. Le renseignement est devenu la nouvelle arme. Les Américains ont apporté une technologie avancée, capable d'intercepter ses appels et de suivre ses messages, même s'ils croyaient être invisibles derrière des couches de cryptage et de téléphones jetables. Ce qu'El Chapo ne savait pas, c'est que les États-Unis avaient déjà infiltré tout son réseau de communication. Pendant des mois, ils ont écouté et observé. Finalement, ils ont reconstitué sa localisation, un condo de luxe en bord de mer à Mazatlan, où il séjournait avec sa femme, Emma Coronel, et leur fille jumelle. À ce moment-là, l'opération Cygne Noir a été lancée. La stratégie était simple, mais nécessitait une exécution parfaite. Frapper à l'aube quand la sécurité était la plus faible et les gardes à peine alertes. Seuls les marines mexicains étaient dignes de confiance pour l'exécuter. Préparez-vous. La seule force en laquelle les agences des États-Unis avaient confiance après le fiasco de Kiki Camarena. Le raid s'est déroulé avec une précision militaire. Pas de fusillade, pas d'évasion dramatique. El Chapo était enfin de retour en détention. Mais ce n'était pas la fin, loin de là. 11 juillet 2015, dans un retournement de situation incroyable, El Chapo s'est échappé à nouveau. Cette fois par un tunnel d'1 mile creusé directement dans la douche de sa cellule de prison. Moment dramatique, c'est là, juste là, où El Chapo disparaît dans le tunnel. Le voilà, maintenant, il est parti. L'opération avait été si élaborée qu'elle a nécessité des ingénieurs, des experts en logistique et des mois de planification. 8 janvier 2016. 6 mois après sa disparition, les marines mexicains ont lancé une nouvelle mission. Les rues de la ville étaient étrangement calmes, alors qu'ils se rapprochaient d'une autre planque où El Chapo était supposé se cacher. Les images de la caméra corporelle de l'assaut ont tout capturé. Les marines ont balayé les couloirs étroits. Puis des coups de feu ont éclaté. Les gardes du corps d'El Chapo ont combattu durement, lui achetant quelques secondes pour disparaître à nouveau. Les marines ont continué. Dans une pièce, ils ont trouvé un miroir qui semblait étrange. Derrière, un passage secret. Mais une fois de plus, il était parti. Un panneau inhabituel derrière ce miroir, révélant une porte cachée et la route d'évasion d'El Chapo. Ce qu'ils ont trouvé était glaçant. Un arsenal d'armes, y compris des fusils d'assaut et des grenades propulsées par fusée. Puis, à la radio, une percée. El Chapo avait refait surface de l'autre côté de la ville. Il avait rampé à travers un autre tunnel sous le bâtiment et tenté de s'échapper dans une vieille voiture délabrée. Les marines se sont précipités, ont entouré le véhicule et l'ont arrêté avant qu'il ne puisse s'échapper à nouveau. Cette fois, il n'y a pas eu de discours dramatique, pas d'éclat. Un marine a dit plus tard qu'El Chapo avait l'air stupéfait, pas en colère, juste vaincu, comme s'il savait que le jeu était vraiment terminé. Le Mexique ne prenait plus de risques. Dans l'année, ils l'ont remis aux États-Unis. Il a été transporté directement à New York. Au tribunal, l'ancien baron de la drogue redouté avait l'air confus, demandant même aux agents de la DEA où il se trouvait. New York, lui ont-ils dit. 2019. Après un procès tendu de 3 mois, El Chapo a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité plus 30 ans. Aujourd'hui, il est enfermé à l'intérieur de l'ADX Florence, la prison supermax la plus sécurisée des États-Unis, une forteresse conçue pour ceux qui ne devraient jamais revoir la liberté. L'opération Black Swan nécessitait de la force, de la stratégie et de la précision. Mais ensuite, c'est une histoire différente qui montre une manière complètement nouvelle de faire tomber un empire criminel. Opération Jacques. Cela ressemblait à une remise, mais ce qui s'est déroulé dans la jungle colombienne était quelque chose que personne, surtout pas les ravisseurs, n'avait vu venir. Le 2 juillet 2008, dans une clairière reculée au cœur de la jungle colombienne, 2 hélicoptères civils descendaient lentement à travers un nuage de poussière tourbillonnante. Des hommes vêtus de t-shirts de Che Guevara et de brassards marqués FRC sont sortis et ont salué les gardes en attente. Pour un œil non averti, c'était un transfert de prisonniers de routine, mais rien de ce qui s'est passé ce jour-là n'était routinier. C'était l'opération Échec et mat,
Une libération d'otages si audacieuse et complexe qu'elle ressemblait au climax d'un thriller hollywoodien. Comment une poignée de commandos colombiens ont-ils déjoué l'un des groupes de guérilla les plus impitoyables de la planète et sauvé 15 otages, dont un ancien candidat à la présidence, sans tirer un seul coup de feu? Pour comprendre cela, nous devons remonter au début des années 2000. La Colombie saignait. Les forces armées révolutionnaires de Colombie, les FARC, étaient devenues une force de près de 18 000 combattants de la guérilla. Ils contrôlaient de vastes étendues de terre et faisaient fonctionner leurs machines de guerre avec l'argent de la drogue, l'extorsion et des vies humaines. Les otages n'étaient plus un moyen de pression, ils étaient une monnaie d'échange. À leur apogée, les FRC détenaient plus de 700 captifs dans des prisons secrètes dans la jungle. Les familles étaient forcées d'écouter de sombres messages de preuve de vie diffusés sur les ondes radio. Les demandes de rançon atteignaient souvent des millions. Parmi les captifs les plus prisés des forces révolutionnaires de Colombie se trouvait Ingrid Betancourt, une politicienne franco-colombienne enlevée en 2002 alors qu'elle faisait campagne pour la présidence. Sa disparition est devenue un cri de ralliement mondial. Son visage imprimé sur des affiches et des banderoles a rempli les rues de Paris et de Bogota. Les gens ont défilé, scandé et supplié pour sa liberté. Elle n'était pas seule. 14 autres étaient enfermés avec elle. Parmi eux, 3 entrepreneurs de la défense américains, Keith Stansel, Mark Gonsalves et Thomas House. Leur avion s'était écrasé en territoire rebelle en 2003 lors d'une mission de lutte contre les stupéfiants. Ils n'avaient pas vu la lumière du jour ni leur famille depuis des années. Ils étaient enchaînés par le cou, marchaient à travers un terrain sans fin, hantés par la menace constante de la mort. Les précédentes missions de sauvetage avaient terriblement échoué. Lors d'une tentative échouée, les rebelles des FRC ont exécuté 11 politiciens dès qu'ils ont entendu des soldats à proximité. Les négociations se sont effondrées. Les pourparlers de paix ont été bloqués. En 2008, le président Álvaro Uribe manquait de temps et d'espoir. C'est alors que les services de renseignement colombiens ont proposé un plan de sauvetage si audacieux, si inédit, qu'il ne pouvait fonctionner que si tout, absolument tout, se passait parfaitement. Ils l'ont appelé Opération Échec et Mat. Pas d'armes, pas de raids, pas de fusillade. Les services de renseignement avaient intercepté des plans indiquant que Betancourt et plusieurs autres otages allaient être déplacés. Pour la première fois depuis des années, ils seraient tous au même endroit, en transit, vulnérables. C'était une occasion unique dans une vie. Les forces spéciales colombiennes se feraient passer à la fois pour des rebelles des FRC et pour des membres d'une fausse ONG humanitaire. Leur mission ? Infiltrer le groupe et convaincre les commandants locaux qu'ils avaient reçu l'ordre de récupérer les otages pour une réunion secrète avec Alfonso Cano, le chef suprême des FRC. Mais pour réussir, l'illusion devait être parfaite. Les soldats ont passé des semaines à se transformer, laissant pousser leurs cheveux et leurs barbes, imitant le jargon, les manières et même la rhétorique radicale des FRC. Ils se sont intégrés avec d'anciens guérilleros, ont regardé des heures de vidéos de propagande et se sont entraînés pour chaque scénario possible avec les forces spéciales américaines. Ainsi, le 2 juillet, 2 hélicoptères blancs, Mi-17 déguisés en avions d'aide civile, ont décollé vers un point de rendez-vous dans la jungle. À bord se trouvaient des agents d'élite déguisés en rebelles, travailleurs humanitaires et journalistes. Ils avaient même inclus un faux otage australien pour ajouter du réalisme. À leur atterrissage, le commandant local des FRC, connu sous le nom de César, les a accueillis sans méfiance. Les imposteurs lui ont remis de faux documents du quartier général, expliquant que les otages étaient déplacés pour une réunion de haut niveau. César a hoché la tête. Il a cru au mensonge. Puis vint le moment de vérité. Les otages émergèrent. Ingrid Betancourt parmi eux, épuisée, silencieuse, enchaînée. Aucun d'eux ne savait ce qui se passait réellement. Pour eux, ce n'était qu'un autre transfert, une autre marche interminable plus profondément dans la forêt. Les soldats infiltrés devaient tromper les ravisseurs et les captifs. Puis, un rebondissement inattendu. Le commandant César et un de ses hommes ont demandé à monter à bord de l'hélicoptère en tant qu'escorte. Dire n'en aurait tout fait échouer, alors l'équipe les a laissés monter. Au moment où les portes se sont fermées et que les rotors ont démarré, la mission est entrée dans sa phase la plus dangereuse. Une fois en vol, les commandos ont agi rapidement. Ils ont maîtrisé César et son camarade en plein vol sans violence.
Puis l'un des sauveteurs se leva et se tourna vers les otages stupéfaits. « Nous sommes l'armée colombienne, dit-il. Vous êtes libres. » Certains pensaient que c'était une blague cruelle, un autre jeu psychologique des FARC. Mais alors que l'hélicoptère s'élevait dans le ciel ouvert, la vérité s'imposa d'un coup. Acclamations, sanglots, prières, tout a éclaté. Betancourt dirait plus tard, l'hélicoptère a failli tomber du ciel. Nous sautions, pleurions, nous étreignions. C'était comme si le monde entier s'ouvrait. Pas un seul coup de feu tiré, pas une seule victime. Tous les 15 otages ont été sauvés. 2 membres haut placés, des FRC capturés et le reste de l'unité, ils n'ont même pas réalisé ce qui s'était passé avant que les hélicoptères ne soient partis depuis longtemps. L'opération Échec et Mat n'a pas seulement libéré des prisonniers, elle a brisé l'illusion de contrôle des FRC. Elle a prouvé que leur leadership pouvait être usurpé, leur camp infiltré, leurs otages repris juste sous leur nez. Le choc psychologique a été dévastateur. Le soutien public au gouvernement colombien a augmenté. Les défections de guérilla ont augmenté. Le mystique du FRC en tant que force de jungle intouchable a commencé à s'effondrer et en 2016, ils signeraient un accord de paix et déposeraient leurs armes. El Marino Loco, il l'appelait un fantôme, un mythe, un cauchemar en uniforme, mais pour le cartel du Golfe, il était bien réel. En 2016, au cœur du territoire du cartel de Tamaulipas, au Mexique, des rumeurs ont commencé à se répandre. Un certain commandant des marines avait été aperçu traversant leur territoire. En quelques heures, les guetteurs ont été doublés, les planques vidées, les chefs de haut rang ont fui avec à peine un avertissement, non pas d'un gang rival, ni d'une force fédérale, mais d'un seul homme. Son nom ? El Marino Loco, le marine fou. Ce n'était pas une histoire de feu de camp inventée pour effrayer les jeunes sicarios. El Marino Loco était réel. Un officier de la marine mexicaine décoré nommé Eric Morales Guetta, dirigeant une unité des forces spéciales chargée de traquer les chefs de cartel dans le nord du Mexique. Mais contrairement à la plupart des commandants qui suivaient les règles, Morales écrivait les siennes. Son manuel de jeu ne visait pas seulement à capturer des corps, il visait à briser les esprits. Son champ de bataille était Tamaulipas et Nuevo León, 2 bastions de cartel dominés par le cartel du Golfe. Ce n'étaient pas des voyous de rue. C'était une force paramilitaire armée d'armes de guerre, avec des milliers de soldats et un contrôle total sur des villes entières. La plupart des soldats se concentraient sur les saisies de drogue et les arrestations. Mais Morales comprenait quelque chose de plus profond. Les cartels prospèrent non seulement grâce à l'argent ou à la puissance de feu, mais ils se nourrissent de peur et de réputation. Alors, il s'en est pris à la seule chose qu'ils protégeaient plus que leurs produits, leur fierté. Ces tactiques, brutales et humiliantes. Lorsque Morales et ses hommes prenaient d'assaut les planques des cartels, ils ne se contentaient pas de saisir des marchandises de contrebande, ils faisaient des exemples. Lors d'une descente tristement célèbre, il a ciblé Silvestre El Chebe Rodriguez, un chef de cartel connu opérant depuis Tampico. L'unité a balayé la maison, mais Morales est allé plus loin. Ils ont pris les cendres du père d'El Chebe, conservées dans un mémorial familial, et ont laissé derrière eux un portrait vandalisé. Non volé, non détruit, juste profané. Un message plus profond que le sang. Cela a franchi une ligne non écrite, même dans le monde des narcos. El Chebe aurait mis une prime de 3 millions de dollars sur la tête de Morales, l'une des plus élevées jamais placées sur un officier militaire au Mexique. Mais Morales n'en avait pas fini. Lors d'une autre descente, son unité a capturé un exécuteur de cartel de haut niveau connu uniquement sous le nom de El Mado. Mais ce n'était pas juste une autre arrestation. Morales l'a fait habiller en lingerie féminine, le visage maquillé, puis l'a forcé à embrasser son propre homme de main devant la caméra. La vidéo a été divulguée. Le message était clair. Tu n'es plus intouchable. Ce qui a suivi était une guerre psychologique qui a réécrit les règles. Pendant des décennies, les cartels avaient été considérés comme intouchables, mythiques, plus grands que nature. Mais voici un homme qui déchirait cette illusion, les révélant comme vulnérables, effrayés et parfois même risibles. Pourtant, tout le monde ne le voyait pas comme un héros. Les organisations de défense des droits de l'homme l'accusaient de torture et d'abus. Ses propres collègues craignaient que ces méthodes ne déclenchent des représailles des cartels à une échelle que l'armée ne pourrait contenir. Même au sein de la marine, il y avait des murmures. Morales était-il allé trop loin? Les médias aux États-Unis, y compris Breitbart,
publiait article après article, partagé entre louer son efficacité et remettre en question son éthique. Mais les résultats, indéniables. Les chefs de cartel ont cessé de bien dormir. Leurs banderoles, connues sous le nom de narcomantas, ont commencé à apparaître à travers le Tamaulipas, nommant directement Morales, l'accusant de corruption, de vol, de tout pour ternir son héritage. Mais beaucoup voyèrent clair à travers ce vacarme. C'étaient des tentatives désespérées pour discréditer le seul homme qui faisait saigner les cartels sans tirer un coup de feu. Aujourd'hui, personne ne sait vraiment où se trouve El Marino Loco. Certains disent qu'il a été discrètement renvoyé de la marine. D'autres croient que la prime l'a finalement rattrapé. Mais il y a une troisième théorie, chuchotée dans les ruelles et les villes frontalières, selon laquelle Morales est toujours là, dirigeant sa propre unité rebelle. Pas d'uniforme, pas d'insigne, juste une mission. Quelques arrestations récentes montrent des membres de cartels, encore une fois, habillés en lingerie, humiliés, exhibés sur les réseaux sociaux. Que ce soit Morales lui-même ou une nouvelle génération copiant ses tactiques, il est impossible de le dire. Une chose est certaine, la légende d'El Marino Loco perdure. Opération Victoria. Dans un quartier calme du district de Surco à Lima, une petite maison à 2 étages se trouvait tranquillement sur la rue Los Sosa. C'était le 12 septembre 1992, le jour où quelque chose de grand allait se dérouler à l'intérieur de cette maison d'apparence ordinaire. De l'extérieur, elle ressemblait à n'importe quelle autre maison. Mais à l'intérieur de ces murs se trouvait l'homme le plus recherché du Pérou, Abimael Guzman, le cerveau derrière l'un des mouvements terroristes les plus violents d'Amérique latine. Et juste à l'extérieur, l'unité antiterroriste d'élite du Pérou, connue sous le nom de DINCOT, se préparait à frapper. Au début des années 1980, le Pérou se désintégrait, et au centre de la tempête se trouvait un groupe appelé Sendero Luminoso, le Sentier Lumineux. Il a été fondé par Abimael Guzman, un ancien professeur de philosophie qui a mêlé des croyances maoïstes à une obsession mortelle pour la violence. Le 19 avril 1980, Guzman a déclaré qu'il était temps de traverser une rivière de sang pour la révolution. Se faisant appeler président Gonzalo, sa vision était d'anéantir complètement la société péruvienne et de la reconstruire à partir de ses cendres, et il a presque réussi. Ce qui a suivi était une campagne de terreur ensanglantée qui a ravagé le Pérou comme un incendie. De 1980 à 1992, près de 70 000 vies ont été perdues. Le Sentier Lumineux n'a pas seulement fait exploser des lignes électriques ou assassiner des maires, ils ont anéanti des villages entiers accusés de coopérer avec le gouvernement. Quand les balles étaient trop chères, ils utilisaient des machettes. En 1990, ils contrôlaient près de 40% de la nation. Lima était encerclée par des zones rouges, des territoires trop dangereux pour que l'armée y entre. Les voitures piégées sont devenues courantes. Les ambassades étrangères ont tiré la sonnette d'alarme. Et l'inflation ? Elle a dépassé 7000%. Le gouvernement semblait impuissant. Chaque opération militaire échouée ne faisait qu'augmenter les rangs des rebelles, mais ensuite est venue une arme d'un autre genre. Pas la force brute, l'intelligence. La DINCOT, la direction de lutte contre le terrorisme du Pérou, a été formée pour une mission, écraser le Sentier Lumineux de haut en bas. Le général Antonio Quetin Vidal a réuni une petite équipe dirigée par le commandant Marco Miyashiro. Leur mission, trouver Guzman, un homme qui avait disparu de la vue du public en 1979 et était devenu une sorte de fantôme. Ils ne sont pas venus avec des chars ou des fusils. Ils sont venus avec des écoutes téléphoniques, des fourgons de surveillance et une patience inlassable. Ils ont infiltré les réseaux urbains, retourné des informateurs, suivi des murmures. La plupart des officiers de la DINCOT venaient des mêmes quartiers défavorisés que les rebelles. Ils savaient comment se fondre dans la masse, comment écouter, comment se déplacer sans être remarqués. Ils comprenaient leur ennemi d'une manière que l'armée ne pourrait jamais. Au milieu des déchets et de la saleté de la ville, une odeur nauséabonde les a conduits directement à leur première véritable piste. Début 1992, une planque du Sentier Lumineux a été perquisitionnée. Dans les ordures, des tubes usagés de crème pour le psoriasis. Insignifiants pour la plupart, mais DINCOT savait que Guzman avait cette condition, et la marque était rare. Cet indice a déclenché une recherche à l'échelle de la ville dans les pharmacies. Une surveillance a été mise en place près de chaque point d'achat. Des semaines passèrent. Puis, une autre piste. Une descente dans un studio de ballet.
À l'intérieur, les agents trouvèrent des photos récentes de Guzman. Il était toujours à Lima et maintenant, ils avaient un visage actualisé à traquer. En septembre de la même année, le filet se resserrait. Les agents se sont concentrés sur une maison qui ne collait pas. Elle appartenait à une femme prétendant être professeure de danse, Maritza Garrido, mais son histoire avait des failles. Les ordures à l'extérieur racontaient une autre histoire. Des bouteilles d'alcool coûteuses, des mégots de cigarettes étrangères. Étrange pour un quartier de classe moyenne en pleine crise économique. Le 12 septembre, l'équipe est intervenue. À l'intérieur, au deuxième étage, ils l'ont trouvé. Guzman, calme, assis à un bureau, entouré de livres. « Si je meurs, dit-il, cela restera chez les autres. Ça ne s'effacera jamais. Mais le révolutionnaire redouté n'a pas combattu. Il n'a pas crié. Il s'est rendu. À ses côtés, sa compagne et bras droit, Elena Iparraguirre. Et la maison, une mine d'or. Disques durs, documents, liste de membres, dossiers financiers, plans d'attaque, tout ce qu'il fallait pour démanteler le sentier lumineux de l'intérieur. Le lendemain, le gouvernement péruvien a fait quelque chose d'inédit. Pour prouver qu'il avait vraiment été capturé, ils l'ont exhibé devant le monde dans une cage, en uniforme rayé. Pas de discours, pas de mythification, juste un vieil homme fatigué déclamant sur la révolution, son mystique brisé à jamais. Avec la disparition de Guzman, le sentier lumineux s'est fracturé. Certains se sont rendus, d'autres ont fui. La guerre n'était pas terminée, mais la tendance s'était inversée. L'opération Victoria avait réussi là où des années d'offensive militaire avaient échoué, parce que d'un côté comprenait une dure vérité. Ces mouvements tournent autour des leaders. Couper la tête et le corps s'effondre. Le Pérou a commencé à respirer à nouveau. L'économie s'est stabilisée, les attentats ont cessé, les investissements étrangers sont revenus, et Guzman, il est mort en 2021, un vieil homme derrière les barreaux, une révolution échouée derrière lui. Mais pour le Pérou, les blessures restent visibles, profondes, non cicatrisées. Opération Fast and Furious. Cela a commencé avec un homme sortant d'un magasin d'armes et pas un seul badge en vue. Phoenix, Arizona, octobre 2009. Un homme est sorti d'un magasin d'armes avec des fusils semi-automatiques dans les bras, tandis que des agents fédéraux observaient, mais n'ont rien fait. Il n'a pas été arrêté. Personne ne l'arrête. Au lieu de cela, le Bureau de l'alcool, du tabac et des armes à feu, ATF, le laisse partir. Ils espèrent qu'il les mènera jusqu'aux véritables acteurs puissants. Ce moment fut le début de ce qui allait être connu sous le nom d'opération Fast and Furious. Juste de l'autre côté de la frontière, à Ciudad Juárez, au Mexique, le sang coulait déjà. 1 heure après son arrivée dans la ville, un témoin se souvient avoir entendu sur le scanner de la police qu'un corps avait été trouvé. 30 minutes plus tard, un autre et encore un autre. Au coucher du soleil, le décompte avait atteint 10, le lendemain, 10 de plus, puis encore le jour suivant. Juárez était devenu un champ de bataille. D'un côté, le tristement célèbre cartel de Sinaloa. De l'autre, la LINEA, le bras armé brutal du cartel de Juárez, composé d'anciens policiers et militaires qui ont réuni formation, tactiques et terreur en un ensemble mortel. De retour aux États-Unis, la stratégie de l'ATF semblait logique sur le papier. Permettre à des acheteurs de paille de bas niveau d'acheter des armes, puis suivre ces armes jusqu'au chef de cartel. Cartographier le réseau de trafic, le démanteler depuis le sommet. Mais il y avait un défaut fatal. Une fois ces armes passées la frontière vers le Mexique, l'ATF n'avait aucun moyen de les suivre. Aucune surveillance, aucune coordination, aucune stratégie finale. Entre 2009 et 2011, les suspects ont acheté plus de 2000 armes à feu d'une valeur de plus d'1 500 000 $. Parmi eux, des fusils d'assaut à haute puissance, même des fusils de sniper de calibre 50 capables de percer des véhicules blindés. Puis les armes ont disparu, se sont volatilisées dans les ombres de la guerre des cartels. Et à mesure que la violence au Mexique s'aggravait, ces mêmes armes ont commencé à apparaître sur les scènes de crime. L'un des commandants les plus redoutés de la LINEA, Marco Antonio Guzman, mieux connu sous son surnom El Brad Pitt, était même pionnier dans l'utilisation de voitures piégées, quelque chose que le Mexique avait rarement vu auparavant.
L'opération secrète de l'ATF ne faisait pas que nourrir une guerre, elle changeait les règles de l'engagement. Pendant des années, Fast and Furious est resté caché, mais ensuite est venue la nuit où tout s'est effondré. Le 14 décembre 2010, l'agent de la patrouille frontalière Brian Terry a été pris en embuscade près de la frontière de l'Arizona et tué dans une fusillade. Sur la scène du crime, les enquêteurs ont récupéré 2 fusils. Les 2 avaient été vendus dans le cadre de l'opération Fast and Furious. Les répercussions furent immédiates. Des lanceurs d'alerte de l'ATF se sont manifestés, révélant l'ampleur de l'opération. Le Congrès a lancé une enquête. Un rapport de l'inspecteur général a désigné 14 responsables pour ces échecs. Et pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, la Chambre des représentants a voté pour tenir un procureur général en exercice, Eric Holder, en mépris du Congrès. Mais les dégâts ne se sont pas arrêtés au scandale politique. Au Mexique, le nombre de morts a continué d'augmenter. En 2016, des armes de l'opération Fast and Furious avaient été retrouvées sur 69 scènes de crimes différentes liées à la mort d'environ 200 citoyens mexicains, y compris l'agent Terry lui-même. Aucun baron de la drogue n'a été traduit en justice, aucun réseau de trafic démantelé, mais les cartels, ils sont devenus plus lourdement armés que jamais. CBS News a découvert que certaines de ces armes ont ensuite été utilisées pour assassiner un agent de l'immigration des États-Unis. D'autres ont été liés à l'assassinat du frère d'un fonctionnaire mexicain et même à des attaques contre 2 hélicoptères gouvernementaux. En fin de compte, l'opération Fast and Furious n'était pas seulement un échec de stratégie, c'était un échec de responsabilité. Un plan conçu pour abattre des tueurs les avait plutôt armés. Vous voulez plus d'histoires inédites qui frappent comme celle-ci? Appuyez sur le bouton s'abonner. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.